Bonjour, eh ben c'est parti pour cette petite leçon. Alors c'est encore une première pour moi de faire un genre de cours sur YouTube. La prochaine fois ce sera plus rigolo parce qu'on pourra faire ça en live. Je suis en train de récupérer mes codes de stream. J'ai découvert qu'il fallait 24 heures pour les choper. Donc pour cette fois-ci, ce sera une vidéo enregistrée, mais ça m'a permis de tester que tout fonctionnait bien sur le PC. Alors vous risquez de me voir régulièrement regarder sur les côtés comme ça, pour vérifier que tout va bien, et puis pour aller chercher des fois une petite vidéo, et puis pour vous la glisser sur cette vidéo. Voilà. Alors je vais me mettre dans le coin ici, là, hop, pour pas qu'on soit gêné pendant le cours. Il y a des petites bandes noires, hein, c'est pas grave, on va mettre voilà, comme ceci. Alors, c'est le chapitre 9. Donc, les ondes sonores. Alors là, tout ça, c'est encore en cours un petit peu de réalisation parce que j'ai pas encore fait la fiche du chapitre. Comme d'habitude, vous l'aurez à la fin du chapitre. Alors, en gros, en guise d'introduction, il y a principalement une espèce de chaîne qui se fait quand on transmet une information. Et notamment quand c'est une information sonore, on va devoir donc émettre un son. Ce son va ensuite se propager dans l'air et puis on va le recevoir. Donc en fait le plan du cours va suivre un petit peu ces étapes-là. On va commencer donc par le grand 1 donc sur l'émission du son. Alors là forcément alors du coup là je me rends compte que j'arrive pas à passer à la diapo suivante parce que je dois cliquer. Où est-ce que c'est? Diapositive suivante, c'est là. Hop. Alors, émission d'un son. Le son est produit par la vibration d'un corps solide, liquide ou gazeux qui constitue la source sonore. Alors par exemple, moi je suis en train de produire un son avec mes cordes vocales qui vont vibrer. Mais bon, donc voilà, donc effectivement l'origine de cette vibration peut être un choc, on peut taper sur des choses pour produire des sons, on peut frotter, comme par exemple avec un archet sur les cordes d'un violon. Et puis on peut aussi faire, grâce à l'électricité, produire des sons. Alors j'ai mis des petites notes dans la vidéo. Par exemple là je vais vous parler de Sound School Analog. Un Sound School Analog qui est un genre de synthétiseur qui me permet de fabriquer des sons, donc des sons électriques, donc autrement dit donc une stimulation électrique qui va faire vibrer un haut-parleur. Voilà. Donc là vous avez le son que vous devriez réussir à entendre petit à petit. Alors on va jouer avec ça un petit peu tout à l'heure. Je peux fabriquer des notes différentes directement avec mon clavier. Puis j'ai plein de réglages cool. Donc on en parle tout à l'heure. Sinon pour les chocs, par exemple, on peut fabriquer des sons notamment en faisant vibrer un diapason par exemple. Donc là je suis en train d'aller chercher ma vidéo. C'est pour ça que je regarde sur le côté. Alors j'ai le piano. Alors voilà. Petite vidéo. J'ai trouvé This is a standard tuning fork used to tune a piano. The particular pitch or note of this fork is a C, a middle C on a piano. C'est un diapason qui donne la lettre La. That corresponds to a frequency of 523.3 Hertz. Alors non, c'est pas un La, le C. So if you hit the tuning fork against a firm object, this block of wood, and place it up against a wood surface. L'idée ici, c'est que quand on tape le diapason tout seul, il vibre, mais le son qu'il produit est faible. On a besoin en fait de pouvoir amplifier ce son. Alors on le voit bien ici quand il va le faire vibrer avec la caméra, donc à 1 millième d'image par seconde. Les vibrations ici, elles sont très très petites. Et donc le diapason tout seul, il vibre pas assez pour pouvoir faire vibrer l'air qu'il y a autour. Alors là, vous voyez, là, il le met dans l'eau. On voit quand même que ça vibre quand on le met dans l'eau, puisque ça va faire des petites éclaboussures. Donc pour que le son soit plus fort, 1000 images par seconde. Shannon sampling theorem. Pour que le son soit plus fort, on va devoir utiliser ce qu'on appelle une caisse de résonance. Alors je reviens, c'est ici. So if you hit the tuning fork against a firm object, this block of wood, and place it up against a wooden surface, the vibrations resonate, and we can hear the tone clearly. Très faible, et donc par contre quand on va le mettre sur le piano qui fait office de caisse de résonance, le piano avec sa grande surface de contact avec l'air, et du coup il va amplifier la vibration de notre diapason. Donc on peut donc fabriquer avec un choc, on peut fabriquer avec des frottements, on peut avec les stimulations électriques, mais surtout ce qui est important, c'est qu'on a besoin d'une caisse de résonance
Parce que comme je le disais, hein, les vibrations, elles ne font que quelques milli ou quelques micromètres d'amplitude, ça veut dire qu'elles vibrent sur une toute petite distance. Et donc la caisse de résonance va me permettre d'avoir plus d'amplitude et donc plus d'intensité sonore, c'est-à-dire qu'on va mieux entendre le son qui est produit par la vibration. Alors vous pourrez faire des pauses hein, pour reprendre et renoter le cours correctement. On passe au grand 2. La propagation du son. Donc on suit la logique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors pour se propager, le son a besoin d'un milieu matériel. On va faire une expérience que vous avez déjà vue au collège, c'est l'expérience de la cloche à vide. Je sais que Monsieur De Bruyne l'a fait avec vous en 4e, je crois, ou en 5e. Donc là, on a notre petite cloche à vide qui ressemble un petit peu à ce que vous avez dû voir et on va, je vais mettre un petit peu de son, je vais parler moins fort, hein, ça sera un petit peu ASMR comme ça. Alors là, on a une pompe, hein. On va beaucoup entendre le bruit de la pompe dans la vidéo. Mais petit à petit, hein, la pompe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aspire l'air qui est à l'intérieur de la cloche. Et puis, du coup, la sonnette qui est à l'intérieur de la cloche, on va l'entendre de moins en moins. Alors quand la pompe va se couper, voilà, on n'entend presque plus le réveil à l'intérieur. Oups, je me suis trompé. Et alors qu'est-ce qui se passe ici? Il refait rentrer l'air, et au fur et à mesure que l'air rentre, on entend de plus en plus. On entend de plus en plus la sonnette. Je reviens en arrière, donc là ici. Oui, bon. Désolé, hein, ça bug, mais bon, l'idée, de toute façon, cette expérience-là, vous la connaissez, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez la regarder tranquille. C'est que voilà, si on n'a pas d'air, eh bien le son ne se propage pas. Mais en fait, le son, il peut aussi se propager dans différents matériaux. Il peut notamment se propager dans des matériaux, dans du liquide, pas seulement dans l'air, hein. C'est pour ça que quand on est dans la piscine, on entend quand même un petit peu, quand on est sous l'eau, les cris des autres à l'extérieur. Et puis aussi, le son se propage à travers les solides. C'est pour ça aussi que quand on est à l'intérieur de la maison, on entend quand même un petit peu les bruits de la ville autour de nous. Alors, le son, c'est donc une onde mécanique. Alors, c'est la propagation d'une perturbation sans transport de matière. Alors, à quoi ça ressemble ça? Une propagation d'une perturbation sans transport de matière. On pourrait dire que ça ressemble un petit peu à la hola. On a besoin donc de matière. Et alors, on va regarder le record du monde de la plus grande hola jamais réalisée. Attempt, can they do it? 168,000. They are here from the Guinness Book of World Records to certify the record if they can make it all the way around. Yes, folks, just another sellout crowd here at the world's fastest half mile in Bristol, Tennessee. Looks like it's getting off turn 2 pretty good. Building a little momentum down the backstretch here. Got to get it to turn 3. We're going to have a record if they can make it all the way around. They would break the record by some 50,000 fans. And they have done it. Un petit peu à ça. Ça ressemble un petit peu à ça. On dit que le son se propage avec une succession de compression-dilatation. Alors pour comprendre un petit peu ce qui se passe mieux, je ne sais pas si ça va vous aider à comprendre, on va regarder encore une autre vidéo. Voilà, alors vous allez entendre là pendant la vidéo, là pour l'instant on ne voit pas, on voit pas que la flamme vacille puisqu'on n'a pas vraiment de gros son pour l'instant dans la vidéo. J'ai avancé un petit peu. On a mis ça dans un petit simulateur. Alors je sais qu'il y a eu des petits problèmes désormais avec les choses qui sont en flash, mais bon là on va pouvoir quand même le faire fonctionner sur mon PC.
Alors, on va faire fonctionner donc ce petit simulateur qui reproduit un petit peu ce qu'on a. Donc là, on a le haut-parleur et puis on a des tranches, on a des petits points qui vont nous montrer un petit peu ce qui se passe dans l'air quand on a notamment des impulsions. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir que hop, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on a une impulsion, on voit bien qu'il y a bien quelque chose qui se propage, et un petit peu comme avec la Ola. Globalement, tout le monde reste à sa place, hein, donc toutes les molécules restent à peu près à leur place, mais il y a des moments où elles sont plus ou moins rapprochées, plus ou moins éloignées les unes des autres. Quand il n'y a pas de son, elles sont toutes espacées les unes des autres de manière régulière. Par contre, quand le son se propage, si je fais arrêt sur image, on voit ici, là par exemple, les molécules sont plus rapprochées. Et à d'autres endroits, ici comme ici, elles sont plus espacées. Donc quand je disais tout à l'heure que quand le son se propage, il se propage par une succession de compression, dilatation du milieu de propagation, c'est ça en fait. Hein, le son ou les objets qui vibrent vont faire se rapprocher les molécules d'air les unes des autres. Et puis quand elles vont reprendre leur place, ça va se faire un peu comme un effet ressort, hein, ça va se compresser, et puis avant de reprendre sur place, ça va vibrer, et puis ça va reprendre un état d'équilibre. Mais il y a un moment, donc si elles sont fort compressées, où elles vont s'écarter un petit peu plus, et puis vibrer comme ça jusqu'à ce qu'elles reviennent à leur position d'équilibre. Donc ça, c'est cette compression-dilatation, on peut rapprocher ça du mot pression. Donc là, on va en reparler tout à l'heure, on pourra parler peut-être pourquoi pas de pression acoustique. Donc on dit que le son se propage d'une série de successions compression-dilatation, donc une succession de compression-dilatation du milieu de propagation. Donc comme je vous l'ai montré, hein, c'est les molécules qui vont se rapprocher, les molécules d'air qui vont être plus ou moins proches les unes des autres. Et donc cette pression, quand elles seront proches les unes des autres, ça va se propager dans l'air jusqu'à atteindre des récepteurs comme notre oreille par exemple. Et notre oreille va elle-même se mettre en vibration à cause de ces compressions-dilatations. Alors on va regarder un petit peu à quelle vitesse se propagent les sons. Alors on peut constater, là j'ai mis deux documents ici, on peut constater que la vitesse du son n'est pas toujours la même. Elle n'est pas toujours la même en fonction notamment de la température. Alors ça change pas de beaucoup, mais entre moins 10 et plus 30, on constate tout de même qu'il y a des petites différences. Visiblement, le son se déplace plus vite avec la température qui augmente. C'est pareil en fonction des milieux. On voit bien que dans l'air, hein, le son est d'environ 340 mètres par seconde. Là, par contre, plus on va avoir un milieu dense, donc on va passer à du liquide, et puis à du solide. Là, vous voyez bien que l'air, l'eau, la glace, et ensuite l'acier, on a des milieux et des matériaux qui sont de plus en plus denses. On a la vitesse du son qui se propage de plus en plus vite. Donc effectivement, la vitesse du son dépend des propriétés physiques du milieu de propagation. Alors nous, ce qu'on retiendra, on retiendra une seule valeur, c'est que dans l'air, elle est environ cette vitesse du son de 340 mètres par seconde. Donc il faut retenir principalement donc, que la vitesse, c'est pas toujours la même. Alors dans les exercices, par exemple, on aura un exercice d'application où on va travailler dans l'eau avec des ultrasons et vous verrez qu'on va avoir une vitesse de déplacement qui sera proche de 1450 mètres par seconde. Mais nous, dans l'air, cette vitesse, on retiendra la valeur de 340 mètres par seconde environ. Voilà, il y a des petites variations en fonction de la température, mais on peut dire que c'est environ 340 mètres par seconde et on retiendra ça. Alors justement, dans les exercices, ça c'est un exercice, je vous ferai une deuxième vidéo avec tous les exercices d'application puisque je ferai à l'écrit comme pour les vidéos précédentes. Donc en gros, le fait qu'on connaisse la vitesse de propagation du son dans les milieux, ça va nous permettre de réaliser des objets comme par exemple un sonar qui me permet de détecter la distance à laquelle se trouve le bateau du fond, hein, pour éviter les problèmes, les accidents, les collisions. Donc là vous voyez, on va envoyer en fait un signal d'ultrason qui va faire un aller-retour, on va lancer un petit chronomètre et puis on va mesurer la durée du parcours que fait le son quand il fait un aller-retour. Et alors comme on connaît la vitesse du son
et des ultrasons ici, mais les ultrasons c'est du son, on le verra tout à l'heure. On sait que c'est 1520 mètres par seconde. L'aller-retour fait 1,2 secondes. En exploitant la formule de la vitesse et en n'oubliant pas que ici la vitesse elle est parcourue 2 fois, on pourra déterminer la distance à laquelle on se trouve du fond. Alors ça, ce sera, donc on en reparlera dans les exos. On passe au grand 3. La perception des sons. Alors, grave ou aigu, une question de fréquence. Alors, on va remettre Sound School analogue, et cette fois-ci, on va observer une partie du logiciel qui me permet de visualiser les signaux qu'on fabrique. C'est sur cette partie-là. Alors, c'est un peu petit, je ne peux pas le mettre en plein écran, j'espère que vous allez voir quand même sur cette partie-là. Donc, je vais jouer un petit peu avec des sons. Voilà, donc là ici, on a un son qui apparaît, je vais jouer un son plus aigu. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a des dessins qui se reproduisent de manière identique. Je vais jouer un son différent, un son plus grave. Vous voyez que la forme du signal n'est plus la même. Alors je vais m'amuser à changer un petit peu mes réglages de son. Peut-être que je peux mettre un petit peu plus fort pour que vous entendiez mieux. Alors on va augmenter un petit peu le niveau. Voilà, je vais jouer et puis je vais changer un petit peu mes sons. Je vais rajouter un petit peu. Voilà, là vous voyez, je suis en train de transformer mon son. Alors c'est un peu difficile à voir parce que ce que je voulais vous montrer, alors je m'attendais pas à ce que ça tremble comme ça quand j'ai testé en préparant le cours. Ça faisait des jolis dessins qui étaient bien fixes ici. Ce que je voulais vous montrer, c'est que même si la forme du signal change, globalement la note reste la même, mais on a toujours un dessin qui se répète. C'est-à-dire que sur cette partie-là, puis sur celle-ci, on a toujours à peu près le même dessin. Bon, voilà, mon expérience, elle foire un peu. Je vous montrerai tout à l'heure avec des enregistrements qui sont faits. Bon, là on voit à peu près, c'est toujours à peu près les mêmes dessins qui se répètent plusieurs fois. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'une onde sonore, justement, c'est quoi? C'est un phénomène périodique du point de vue de ce qu'on a observé. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui va se reproduire à l'identique à intervalles de temps réguliers. Et comment on le sait? On sait que justement, quand on va observer des enregistrements de sons, on va observer des motifs qui se répètent, et qui se répètent à l'identique et à intervalles de temps réguliers. Je peux peut-être vous montrer ça avec Audacity, justement, je viens d'y penser. J'avais chargé des sons dans Audacity. Si je zoome sur cette partie-là de l'image, on constate, là, avec l'outil de sélection, je peux le surligner notamment, on constate que cette zone-là, ici, que je viens de surligner, elle se répète juste ici. Okay, on a un motif qui se répète dans l'enregistrement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce point de vue, on peut dire donc que effectivement le son, ce sont quoi? C'est des phénomènes périodiques parce qu'on observe la répétition d'un même motif dans les enregistrements. Alors ça c'est la note là d'un piano. Voilà, que vous entendez maintenant. Et donc comme je vous le disais, donc si je viens dans une partie là, je vais reprendre mon zoom. Voilà, je vais zoomer sur cette partie-ci. Voilà, on observe bien, encore une fois je le répète, la répétition d'un même motif. Voilà, entre ces deux points ici, j'ai un motif qui se répète et qui est le même là. Donc, on reprend la définition pour voir si on a bien compris. Une onde sonore, c'est un phénomène périodique. Et un phénomène périodique, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui se reproduit à l'identique à intervalles de temps réguliers. Alors, quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qu'on va regarder pour mesurer et pour quantifier ce qu'on a observé? On va s'intéresser à un premier truc, qui est la période. La période, c'est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit à l'identique. Alors là, vous avez
Pareil, en enregistrement, on voit bien qu'on a un motif qui se répète. Ici, c'est une sinusoïde, mais donc on a des genres de U là, qui se répètent plusieurs fois. Et une période, du coup, c'est un motif qui va se répéter plusieurs fois. J'ai un motif ici, puis un motif ici, etc., qui va se répéter plusieurs fois. Eh bien, la période, c'est quoi? C'est la durée d'un motif. Alors si on regarde ici nos unités, en gros, un motif ici dure environ 0,1 seconde. C'est-à-dire que là, l'écart qu'il y a entre ces deux points qu'on a choisis comme repère fait à peu près 0,1 seconde. Alors on va mesurer tout à l'heure des périodes avec Audacity. Vous allez voir, c'est facile, il y a un outil qui nous aide à le faire pour mesurer les périodes donc des enregistrements de sons qu'on va analyser. D'ailleurs, ce sera ce qu'on fera en TP vendredi. La fréquence ensuite. Alors la fréquence, c'est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se répète en une seconde. On a, alors ici, petite faute, ici, on la note F et son unité est le Hertz. Donc j'ai repris ici une image que d'autres ont fait, hein, c'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est le même enregistrement, on a le même motif, la période de ce motif, on a bien en tête que c'est 0,1 seconde, et donc du coup, en une seconde, je vais voir le motif se répéter 10 fois. Autrement dit, 10 répétitions par seconde. Ici, on a une fréquence de 10 Hz. On verra, ce 10 Hz fait partie des sons grave et on ne peut pas entendre nous un son de 10 Hz. Alors la fréquence donc c'est le nombre de fois, décidément j'ai bugué moi avec les lettres L ici aussi, il faudrait un L, hein. C'est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se répète en une seconde. Alors il y a une relation qui me permet de calculer la fréquence quand je connais la période. Quand on va faire les exercices, je vous montrerai, on peut la retrouver avec, comme d'hab, un simple produit en croix. Alors la relation qui relie la période et la fréquence, tout simplement la fréquence c'est l'inverse de la période. Et puisqu'ici j'ai un nombre de répétitions par seconde, en une seconde, j'ai un certain nombre, on va dire, de combien en une seconde, là ce sera donc en fait la fréquence, ce sera la quantité de répétitions quand j'ai une seconde. Donc j'ai une seconde, c'est la durée totale, divisé par la durée d'une répétition. Et ça va me donner le nombre de répétitions qui se fait en une seconde. Ça ira mieux quand je poserai le produit en croix. Alors donc la fréquence, du coup, elle sera en Hertz, si je suis bien ici en secondes. Alors ça, comme je vous l'ai dit, je vous ai déjà montré avec l'exemple du piano. Alors on va le revoir ensemble, mais sachez que quand on détermine la période, on travaille toujours pour plus de précision avec plusieurs répétitions. Donc on va le faire nous avec 10 périodes. On va mesurer 10 périodes. Du coup, on pourra diviser par 10. On va faire un genre de moyenne pour déterminer la période de notre signal. Et ensuite, à l'aide de cette formule, on pourra calculer la fréquence du son qu'on a écouté ensemble. Alors, on retourne sur Audacity. Hop. Donc je vous l'ai dit là ici, on ne va pas travailler avec juste une période. Voilà. D'ailleurs, quand je clique dessus, il n'y en a pas assez, le son ne s'active pas. Et on va essayer donc de sélectionner 10 périodes. Donc là, vous voyez que j'en ai sélectionné qu'une. Ici, avec Audacity, je peux choisir plusieurs réglages. Je vais choisir début et durée de la sélection. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné 2 millisecondes. 2 millisecondes ici de mon son. Alors je vais en sélectionner 10. Donc pour en sélectionner 10, on va compter. Ici j'en ai donc une répétition, 2 répétitions, 3 répétitions, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors vous pouvez constater, et ça c'est une limite à notre définition, c'est qu'entre ici et ici, on n'a pas tout à fait le même dessin. Globalement, ils se ressemblent, mais c'est pas tout à fait le même dessin. En fait, il y a une limite à notre définition, c'est que notre définition, elle fonctionne pour les cas qui sont parfaits, où on a un motif qui se répète vraiment à l'identique. Dans la réalité des choses, les phénomènes, ils sont jamais périodiques. On pourrait parler par exemple des battements du cœur.
Le cœur humain, on peut dire que c'est un phénomène périodique, puisque finalement, il se reproduit à l'identique. Et pourtant, sur toute une journée, bah, les battements du cœur ne vont pas battre avec la même période tout le temps. La période va être plus petite ou plus grande en fonction des efforts qu'on fait au cours de la journée. Donc c'est un peu pareil pour les sons. On va repérer des motifs, mais il faut savoir qu'on n'aura jamais tout le temps, tout à fait le même dessin. Alors là ici, qu'est-ce qu'on a? On a 10 répétitions, et 10 répétitions, ça nous fait 0,023 secondes. Alors ici, on va quitter le mode diaporama pour le compléter un petit peu. On était arrivé là. Alors je vais avoir ici donc 10 répétitions, ça va nous faire 0,023 secondes. Donc je vais calculer du coup la durée d'une période, on va faire 0,023 secondes divisé par 10, ce qui va nous donner du coup... Alors je regarde un peu d'une manière bizarre parce que j'ai mon pied de... J'utilise un genre de pied pour ma webcam, je trouvais que c'était plus sympa de regarder comme ça plutôt que de mettre la webcam là-bas. C'était juste pour avoir l'impression de vous parler. Bref. Donc 0,023 divisé par 10 ici. Et là, on va pouvoir noter le résultat. Donc ça va faire 0,0023 secondes. On va donc du coup calculer la fréquence de notre son. On replace la danse, 0,0023 secondes. Et ici, on va pouvoir utiliser notre bonne vieille calculette pour trouver un résultat de 434,78. Alors, si on regarde les CS, eh ben on va avoir à peu près 4,4 fois 10 puissance 2 au niveau de notre résultat. 4,4 fois 10... Oh là là, 4,4 fois 10 puissance 2. Hop, là vous voyez que c'est pas pratique, c'est pour ça que je vous encourage tout le temps à faire les exercices sur papier et à les prendre en photo. Voilà, on se retrouve avec une fréquence d'environ donc 440 Hz en gros quoi. 440 Hz pour notre fréquence. Donc c'est 440 Hz, c'est d'ailleurs la fréquence sur le piano du La. Donc la note qu'on entendait, c'était le La du piano. Et on écoutera justement dans le TP plusieurs La qui sont faits par différents instruments. Donc là, dans l'exercice d'application après, vous aurez ça, hein, vous aurez un clarinettiste cette fois-ci. Donc vous voyez, on a bien un motif qui se répète, il faudra prendre 10 répétitions, mesurer combien ça fait, et vous avez la petite méthode qui sera rappelée ici dans l'exercice. Donc ça, on l'aura en correction très bientôt. Alors, on va parler un petit peu d'une autre caractéristique qui nous permet, en fait, du coup, c'est ce qu'on appelle la hauteur d'un son, qui nous permet de savoir, et c'est dans la perception du son, si un son est grave ou un son est aigu. Alors vous en avez l'habitude avec la musique. Hein, vous pouvez dire si le son il est grave ou bien aigu. Hein, donc là j'ai un son grave, un son qui est aigu. Alors si je vais simplifier un petit peu notre son. Voilà. Si notre son il est vraiment aigu, alors comment on fait déjà ici? Ah oui. Voilà. Là je me retrouve avec un son qui est vraiment très très aigu. Et on constate que les répétitions elles sont très rapprochées les unes des autres. Quand un son aigu, je vais avoir une fréquence très grande et par contre une période qui sera très petite. Il faut se rappeler donc que la fréquence étant l'inverse de la période, quand j'ai une très grande fréquence, c'est-à-dire un son aigu, comme on peut le voir ici, je vais obtenir donc par contre une période qui sera très petite. Ça veut dire que la durée d'une répétition, elle va être très petite. Par contre, si je prends un son grave, le son grave, décidément, alors comme vous voyez, voilà, ici je vais avoir un son grave.
si j'ai un son grave, je me retrouve cette fois-ci avec des périodes qui sont très grandes. Donc voilà, on voit bien dans les sons graves. Et par contre, comme les périodes sont très grandes et que la fréquence c'est l'inverse de la période, je vais me retrouver donc du coup avec une fréquence qui va être petite. Donc une grande période, ok, là j'ai une grande période, ça va me donner une petite fréquence et donc un son grave. Alors vous voyez ici il y a une espèce de classification, et il faut savoir que grâce à la fréquence aussi on va être capable de fabriquer des limites pour ça, et si on a un son plus petit que 20 Hz, on est en dehors de ce que l'oreille humaine peut percevoir. Alors je vais essayer de faire descendre justement encore cette fréquence. Voilà, là vous voyez que j'ai quelque chose ici qui est affiché. Ok, j'ai bien un signal qui est fabriqué. Par contre, ce signal, on ne l'entend pas parce qu'on est en dessous des 20 Hz. Alors, en revanche, si j'augmente petit à petit, voilà, là vous devriez être capable de nouveau d'entendre un peu quelque chose. Et si je continue à augmenter, donc je continue à diminuer ma période, et vous voyez que ma fréquence augmente. J'ai de plus en plus de répétitions par seconde. Le son il finit par devenir aigu, et là voilà, on a des répétitions qui sont plus rapprochées. Ce bouton là ici c'est pour zoomer, hein. C'est pour zoomer, c'est pour mieux voir notre son. Donc on reprend, hein, plus la vibration est rapide, plus le son est du aigu. Ok, donc si la vibration est rapide, je vais me retrouver avec des toutes petites périodes. Et alors par contre, si j'ai des grandes périodes, c'est-à-dire des basses fréquences, je vais avoir des sons qui sont très graves. Hein, on peut y penser. Pour les sons graves, par exemple, les fans du tuning, ils mettent des caissons de basse, pour basse fréquence. Donc on va avoir des caissons d'ailleurs qui descendent comme au cinéma. Des fois, très bons caissons jusque 14 Hz. On se dit, pourquoi ça descend jusque 14 Hz alors que c'est des sons qu'on n'entend pas? Je vous laisserai répondre dans les commentaires de la vidéo pour ceux qui ont envie. Alors, on passe au petit 2 là, de cette partie qui traite de la perception des sons. On va parler de l'intensité et du niveau d'intensité d'un son. Alors, l'intensité sonore, c'est par définition la puissance transportée par les ondes sonores par unité de surface. Elle se note avec la lettre I, donc c'est un I majuscule, et puisque c'est une puissance, elle va s'exprimer en watts par unité de surface dans le système international du coup. Hein, l'unité des distances dans le système international c'est le mètre, pour les surfaces c'est le mètre carré. Autrement dit, ça va être la puissance par mètre carré qui est produite par une enceinte par exemple. Plus cette intensité sera importante, plus le son qu'on va percevoir va être important. Donc là, cette intensité sonore, il ne faut pas la confondre avec ce que vous avez découvert au collège qui était le niveau d'intensité, c'est-à-dire quelque chose qui se note avec la lettre L et qui s'exprime en décibels. Mais ça revient un petit peu au même. Alors pour calculer les décibels à partir de l'intensité sonore, c'est quelque chose que vous verrez en mathématiques quand vous découvrirez la fonction logarithmique. Et pour l'instant, nous, on n'est pas encore capable de faire ce lien-là directement. Donc des décibels que vous avez vus au collège avec l'intensité sonore qu'on voit au lycée, donc en watts par mètre carré. Alors pour la correspondance, c'est quand même des documents qu'on peut trouver sur Internet. De ce côté-là, vous avez les intensités sonores donc en watts par mètre carré. De ce côté-là, les échelles des niveaux sonores en décibels. Et alors vous avez quelques petites choses ici. Hein. Quand on chuchote, on est en 10 puissance moins 10 watts par mètre carré. Quand on est de ce côté-là, on est en décibels. Et on peut tout de même remarquer une chose. C'est qu'ici en décibels, on est de 10 en 10 sur l'échelle des décibels. Tandis que si on compare de l'autre côté avec l'échelle des intensités sonores, ici on a une échelle en puissance de 10. Autrement dit, quand j'augmente de 10 décibels, puis de 10 décibels, en fait j'ai pas une multiplication par 10, c'est-à-dire quand je passe de là à là, de 10 puissance moins 10 à 10 puissance moins 9,
j'augmente de 10 décibels, et ben en fait ici de ce côté-là, je multiplie par 10. Par contre, au côté des décibels, quand je passe du chuchotement au tic-tac d'un réveil, eh bien là, je passe de 10 à 40. On a l'impression que j'ai multiplié par 2 eh bien, mon niveau sonore. Eh bien, si on regarde de ce côté-là, en watts par mètre carré, eh bien, on se rend compte qu'on n'a pas multiplié par 2 notre niveau. Notre intensité, elle a été multipliée par 100. Et là, vous voyez que ça continue encore. Hein, de là, donc par exemple, je sais pas moi, une télévision très forte qui est je prendrai ici. Hein, quand je passe, on va dire de 60, on va dire un peu moins fort qu'une télévision en décibels à 120. À la 120, je me souviens plus. Je crois que c'est un avion au décollage ou c'est 110 un avion au décollage. Eh bien, on a l'impression qu'on a multiplié par 2 l'échelle des niveaux sonores. Eh bien, dans la réalité, on n'a pas multiplié par 2, on est passé de 10 puissance moins 6 à 10 puissance 0, c'est-à-dire qu'ici, on a multiplié par 10 puissance 6 notre niveau sonore, c'est-à-dire qu'on a augmenté d'un 1 avec 6 zéros, c'est-à-dire on a augmenté d'1 million. Donc la différence ici de son qu'il peut y avoir entre, on va dire, un téléviseur pas très fort et un avion au décollage, et c'est 1 million de fois plus fort, et ça on le voit pas forcément avec l'échelle des décibels qu'on découvre au lycée. On regarde à la dernière diapo, donc dans cette partie perception. C'est le son pur, le son complexe, et ça on va en reparler dans Audacity sur le TP qu'on fera vendredi. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite. Je vais regarder quand même la vidéo une deuxième fois avant de la publier pour être sûr que j'ai rien oublié et que c'est suffisamment clair. J'espère que vous aurez plaisir à la regarder. Moi, ça m'a fait encore une fois très très bizarre de faire court comme ça et de ne pas pouvoir répondre à vos questions en direct. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à demander des précisions. Et bien, je vous souhaite une bonne journée. Alors pour ceux qui se demandaient pourquoi la vidéo elle était super bizarre là comme ça derrière moi, c'était tout simplement pour masquer un petit peu le décor et puis pour que je puisse, on va dire, maintenir un petit niveau de comment ça s'appelle, de quand on veut pas forcément tout vie privée. Voilà. Allez, bonne journée à vous, à très bientôt et au revoir. Hein.